Nous allons maintenant accueillir Boris Cyrulnik, que vous connaissez très certainement. Merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Monsieur Cyrulnik est neuropsychiatre et psychanalyste. Il est également président de la Commission des 1000 jours. Depuis 40 ans, il s'évertue à transmettre son savoir expert au grand public à travers de nombreux ouvrages, et il aborde notamment la notion de résilience, soit cette capacité incroyable que nous avons à se reconstruire après un événement difficile, mais il nous parle aussi de nos besoins affectifs primordiaux. Il nous apporte ainsi à chaque fois un message d'espoir qui tire un petit peu plus vers la vie et nous rappelle que nous, êtres humains, petits et grands, sommes tous nés sous le signe du lien. Et c'est bien ça aussi les 1000 jours. Bonsoir, monsieur Cyrulnik. Bonsoir. Est-ce que vous me voyez là? Je ne sais pas si tout à vous fait. me voyez. Oui, On vous voit, on vous entend. Et maintenant? Oui, on vous voit très bien. Alors voilà, merci de m'avoir invité. J'ai écouté beaucoup de publications cet après-midi, toutes plus passionnantes les unes que les autres, et Laurent Storm m'a demandé de traiter pourquoi ce curieux titre des 1000 premiers jours. Parce qu'on vit dans une culture qui pendant très longtemps a fait commencer le développement psychologique d'un enfant à partir du jour de la naissance. On appelait ça l'enfant de 0 ans. Ça, bien sûr, ça n'a pas de sens. L'enfant de 0 ans n'existe pas. On est la seule culture à faire démarrer l'aventure psychique le jour de la naissance. Dans les pays asiatiques, le jour de la naissance, on fête le premier anniversaire de l'enfant parce que, effectivement, avant la conception même, quand les parents se sont rencontrés, ils ont articulé leurs deux mondes mentaux, c'est-à-dire qu'en articulant leurs deux mondes mentaux, harmonieux, mais pas toujours, parfois disharmonieux, ils ont constitué le nid affectif, la niche sensorielle dans laquelle l'enfant, pas encore conçu, devra se développer. Et puis, donc, je propose de raisonner en termes d'ontogenèse, c'est-à-dire de construction progressive d'un développement soumis constamment aux pressions du milieu, dont l'impact sera différent selon le stade et le style de la construction. Le développement, c'est donc très différent de l'histoire. L'histoire, c'est la représentation qu'on se fait de soi, le récit qu'on se fait de ce qui nous est arrivé, alors que le développement, on n'a pas conscience souvent des pressions qui nous sculptent, qui nous tutorisent et qui nous amènent progressivement à apprendre à vivre avec les autres, puisque biologiquement, neurologiquement, on ne peut pas vivre sans les autres. Les observations qui permettent d'étayer ce que je viens de dire, c'est qu'un enfant abandonné n'a aucune chance de se développer et qu'un enfant isolé sensoriellement, son cerveau s'éteint. Et il ne développe aucune de ses compétences, même si ses compétences sont saines, il ne les développe pas. Donc on s'entraîne à raisonner en termes d'ontogenèse. Et pourquoi les 1000 premiers jours? C'est que schématiquement, les 300 premiers jours se passent dans l'utérus et que déjà le façonnement du développement, la sculpture du cerveau commence dès ce stade. Les 300 jours suivants se passent dans les bras de la mère et du père, puisque à la commission des 1000 jours, on a tous été d'accord pour dire que le père intervient beaucoup plus précocement que ce qu'on croit. Et les 300 jours qui suivent ces 1000 jours sont les 300 jours où on se prépare à la parole. On se prépare à la parole dans l'utérus, puisque à Toulon, à l'université de Toulon, on a, je crois, été parmi les tout premiers en 78-80 à montrer que les basses fréquences de la voix étaient très bien transmises par le corps de la mère et par le liquide amniotique, alors que les hautes fréquences étaient filtrées, ce qui revient à dire que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, et ce qui explique pourquoi, comme l'a montré Pierre Rousseau à l'université de Mons, ce qui explique pourquoi, dans l'heure qui suit sa naissance, le bébé s'oriente vers le regard de sa mère, les saccades oculaires à 30 cm, il accroche son regard, et surtout quand la mère parle, il reconnaît les basses fréquences de la voix maternelle. On le sait parce que quand on enregistre la voix de la mère
et qu'on filtre les hautes fréquences, le bébé tourne la tête et les yeux en direction de la source sonore des basses fréquences de la voix de la mère, alors que quand on filtre les basses fréquences et qu'on ne laisse que les hautes fréquences, le bébé ne répond pas. Donc il y a toute une série d'observations qui montrent que le lien commence à se tisser, le lien de l'attachement commence à se tisser dans l'utérus. Alors, dans l'utérus, on nous disait, c'était le monde du silence, c'était Cousteau, le monde du silence, mon œil. C'est fou le barouf qu'il peut y avoir là-dedans. C'est un monde très sonore. C'est pour ça que les animaux marins n'ont pas besoin de pavillons, puisque dans les basses fréquences dans l'eau sont un toucher, exactement comme nous. Quand on n'entend pas avec les oreilles, on prend un diapason et la même sonorité, on met le diapason sur le front et on entend. C'est-à-dire que le toucher a été converti en son en touchant, venant vibrer contre l'oreille interne. Donc ça explique très bien pourquoi le lien commence à se tisser de plus en plus tôt, et c'est une construction constante. C'est un tissage constante. Notre maître Bowlby dit c'est une construction constante. Alors Bowlby disait de la naissance à la tombe. Et nous on dit la niche sensorielle se prépare avant la conception et se tisse jusqu'à la tombe, puisque je manage un groupe sur résilience et personnes âgées qui montre que l'attachement est encore très important chez les personnes âgées. Et on voit que dans le drame, la tragédie, la catastrophe qui nous touche actuellement, dans les EHPAD, les personnes âgées à qui on ne téléphonait pas, à qui on ne venait pas faire un petit signe de temps en temps, mouraient de déshydratation. Et cessaient de manger et de boire. Or, ils ne mouraient pas de déshydratation, ils mouraient de carence affective, parce que, comme un bébé, pour l'anaclitisme, décrit par Spitz en 1946, comme un bébé, quand on n'a personne pour qui manger, on ne mange pas, que ce soit un bébé ou une personne âgée. Donc, c'est le syndrome de glissement chez les personnes âgées, c'est l'analogue du syndrome de l'anaclitisme chez les bébés privés d'affection et d'informations sensorielles. Or, ce qu'on découvre maintenant, alors ce que je viens de dire, c'était des paléodescriptions, puisque ça remonte à 1945. En revanche, maintenant, la neuroimagerie, la neurobiologie actuelle confirme la notion d'épigenèse. La première fois que j'ai entendu parler d'épigenèse, c'était en 1962, à l'Institut de psychologie, où on nous expliquait comment une abeille qui a le même programme génétique, le même ADN, se développe de manière très différente si elle est tambourinée par les autres abeilles ouvrières et si elle est nourrie de gelée royale. Lorsqu'une mère reine meurt, les ouvrières entourent une autre abeille ouvrière, la tambourinent sans cesse, la nourrissent de gelée royale, et le même capital génétique donne une abeille grosse, inerte, fertile, alors que les ouvrières qui ont le même ADN deviennent petites, hypermobiles et stériles. C'est le même ADN qui s'exprime de manière très différente. Mais maintenant, avec la neurobiologie actuelle et surtout avec la neuroimagerie actuelle, on voit que l'épigenèse est encore plus troublante. C'est que maintenant, on sait que le bébé peut mal se développer si la mère est stressée, même si la cause du stress maternel est une cause historique, une cause relationnelle. Le stress de la mère sécrète des substances du stress pour aller vite. On va dire cortisol et catécholamine, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les deux substances vedettes. Et au-dessus d'un certain seuil, ces substances-là franchissent la barrière placentaire, et quand la mère parle pendant les 4 heures d'éveil du bébé intra-utérin, le fait de parler est un éveil, comme nous l'avait expliqué Alexandre Minkowski quand il venait travailler avec nous à Toulon. Eh bien, quand le bébé est éveillé et que la mère parle, le bébé déglutit plusieurs litres de liquide amniotique par jour, sauf que quand la mère est stressée, le bébé déglutit du liquide amniotique bourré de cortisol et de substances du stress. Et Shaul Harel, à Tel Aviv, a pris une population de 170 femmes qui consultaient pour syndrome psychotraumatique, et il a constaté que ces 170 femmes avaient mis au monde 170 bébés
Et la neuroimagerie a montré que ces bébés avaient arrivé au monde avec des altérations cognitives, et c'est essentiellement frontale, limbique, atrophie bifrontale, atrophie limbique, hypertrophie de l'amygdale rhinocéphalique, puisque une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber l'amygdale, et quand le lobe préfrontal est atrophié, il n'inhibe plus l'amygdale. Et Pierre Vustani, qui venait travailler avec nous, nous a montré les amygdales rhinocéphaliques multipliées du bébé, multipliées par 10 fois plus volumineuses, parce que la mère était stressée à cause des attentats et de la guerre chronique, et maintenant de la guerre aiguë qui existe dans ces pays. Donc ça revient à dire, c'est un raisonnement, c'est plus un raisonnement linéaire, ce que je viens de proposer, c'est plus un raisonnement à la Descartes, où une cause, on analyse et on dit une cause provoque un effet. Là, c'est un raisonnement écosystémique. La mère est malheureuse, elle est stressée. Dans le cas de Shaul-Harel, c'est parce qu'il y a une guerre chronique. Et dans la mère, mais dans notre culture, la mère peut être stressée par la violence conjugale, elle peut être stressée par son propre développement qui fait que tout la stresse, elle peut être stressée par la précarité sociale, qui est une grande cause de stress, ou par un accident de la vie. On a rassemblé beaucoup de cas où la mère était stressée par des malheurs de l'existence inévitables. Quelle que soit la cause du stress, le bébé arrive au monde avec des altérations cognitives à cause du malheur de sa mère. Et je souligne bien, le bébé a des altérations cognitives qui vont provoquer les troubles du développement, non pas à cause de la mère, mais à cause du malheur de la mère, qui peut être son développement, son mari, la culture, la guerre et bien d'autres raisons. Donc dans ce raisonnement écosystémique, c'est plus du tout l'inné ou l'acquis. On sait que cette manière de poser la question est une question idéologique et non pas scientifique, et ce n'est plus, c'est une convergence. Il faut envelopper le bébé qui se développe dans des niches sensorielles proches, l'utérus maternel, un peu plus éloignées, les bras de la mère, où le père déjà intervient, et des processus lointains, les récits, dès l'instant où l'enfant parle, et ça c'est le plan que je suis en train de vous proposer. Ce qui veut dire que un même événement n'aura pas du tout le même impact neurologique, affectif et développemental selon le style, le niveau de développement du bébé et selon son style de développement, parce que quand un bébé arrive au monde, il y a déjà des très grandes réactions différentes. Certains bébés pleurent beaucoup dans le premier jour, alors que des bébés pleurent très très peu. Et probablement parce qu'ils ont commencé leur ontogenèse, leur développement intra-utérin dans des conditions différentes. Et quand on a expliqué ça à Brazelton, quand il était venu à Paris, à Avignon et à Bordeaux, où grâce à Michel Dunia, d'ailleurs on l'avait rencontré, eh bien Brazelton nous disait, il y a des bébés inconsolables, et ces bébés qui sont très peu nombreux, il disait 5%, j'en ai vu quelques-uns, mais je ne sais pas si c'est 5%, mais incontestablement il y en a quelques-uns, et ces bébés inconsolables se sont développés dans un utérus de mère stressée par son développement, son mari, etc. Donc on a maintenant une explication d'une manifestation comportementale qu'on n'attribue pas au contexte, qu'on attribue au contexte passé, d'où la nécessité de raisonnement écosystémique. Alors si on voit schématiquement, au cours de ce développement intra-utérin, on peut acquérir différents styles de développement qui fait que lorsque on arrive au monde, on a déjà acquis soit des facteurs de protection déjà dans l'utérus, soit des facteurs de vulnérabilité déjà dans l'utérus. Mais lorsqu'on arrive au monde, on continue son développement dans les bras de la mère ou le père, comme dit Jean Le Camus. Le père beaucoup plus tôt que ce que disaient les psychanalystes, le père beaucoup plus tôt n'a pas fonction séparatrice, il a une fonction d'ouvrir le nid sensoriel, la niche affective du bébé. C'est que très tôt, le père près de la mère doit être perçu par le bébé comme près de la mère et différencié, associé et différencié, disait Jean Le Camus. Si la mère est seule, le bébé va se développer, mais il va se développer dans un monde monosensoriel.
Si le père est associé et différencié, très tôt, le père va apprendre à construire deux images d'attachement, comme nous l'expliquait John Bowlby en 1950 déjà, une image primordiale, la mère, puisque c'est elle qui porte les bébés, et c'est elle qui a déjà marqué l'empreinte, son empreinte dans la mémoire du bébé en cours de développement. Il n'a pas de souvenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de mémoire. Il n'a pas de souvenir, mais il a des traces. Et maintenant, on sait que Pierre Rousseau, à l'université de Mons, montre les traces qui sont acquises très précocement dans le ventre et dans les bras de la mère. C'est des traces sans souvenir, c'est une mémoire sans souvenir qui donne une sensibilité particulière à un type de monde, mais il n'y a pas de souvenir. On ne sait pas pourquoi on est tellement touché par un événement alors que notre voisin sourit et n'est pas touché par le même événement. C'est qu'il n'a pas les mêmes traces, il n'a pas eu la même construction ontogénétique. Alors, cette construction continue après la naissance et on est encore très sensible pendant la petite enfance. Je ne sais pas comment les neurobiologistes ont fait pour calculer qu'il y a 2 à 300 000 synapses par minute au cours des premières années. Je répète ce que j'ai lu et je ne sais pas comment ils ont fait pour arriver à ce chiffre. Alors je ne garantis pas le chiffre, mais je garantis que c'est très beaucoup. Vraiment, ça synaptise, ça bouillonne très beaucoup. Alors ça, on le voyait déjà quand j'étais à Paris chez David, en neurochirurgie, on voyait qu'un cerveau d'enfant, ça bouillonne. Alors je ne sais pas si c'est 300 000, mais en tout cas, ça se construit très vite, et c'est très sensible à la moindre pression du milieu. Ce qui veut dire qu'un bébé est facile à altérer, mais grâce à son bouillonnement, il est facile à réparer. C'est-à-dire que un bébé peut être en plein désespoir, mais si les premiers nœuds du lien de l'attachement se sont construits, ce bébé désespéré peut être très facilement réparé et la reconstruction, le développement de son cerveau va reprendre. Et schématiquement, je cite souvent David Cohen, qui fait de la neuroimagerie à la Pitié-Salpêtrière, parce que c'est les images les plus classiques. Mais il y a 1000 neuroimageries qui ont été faites qui montrent les mêmes résultats. La mère stressée ou le bébé en carence affective, un bébé en isolement sensoriel, ça produit le même effet. Atrophie, très facile à voir, des 2 lobes préfrontaux. Je dis très facile à voir parce que on le voit même sur le scanner de ville, même si on ne fait pas une résonance magnétique. Atrophie des 2 systèmes limbiques, atrophie donc des supports neuronaux de la mémoire et des émotions, et comme Pierre Bustani nous l'a montré, hypertrophie des 2 amygdales rhinencéphaliques. Ce qui veut dire que si le bébé se développe bien avec un cerveau qui fonctionne bien, une information va être un petit stress, mais très rapidement ça va l'inviter à découvrir ce qu'il a stressé. Le stress est une stimulation physiologique nécessaire du développement d'un enfant, sinon il n'a pas de sensation d'événement, mais il ne faut pas que le stress provoque les sécrétions de substances du stress qui vont abîmer son cerveau. Et avec Pierre Richard, on a démontré que lorsqu'il y a un cortisol suraigu, une giclée de cortisol, provoque une désorganisation, mais si c'est une giclée, le cerveau se remet à fonctionner très rapidement. En revanche, le cortisol aigu finit par passer et le bébé le déglutit, et l'hypercortisolémie aiguë fait qu'on voit que les cellules limbiques se démassient, que le gradient sodium-potassium s'inverse parce qu'il y a une hyperosmolarité, la cellule explose, et là, la résilience n'existera pas. Ou alors, elle existera s'il y a une autre différenciation d'autres circuits neuronaux. Mais là, ces circuits-là sont morts. Les cellules neuronales sont mortes. Donc, ça veut dire que quand il y a un trouble précoce, il est facile à réparer, mais si on ne fait rien, si on laisse l'enfant isolé, plus on attend, plus le trouble sera difficile à réparer et la résilience sera difficile à déclencher. Ce qui veut dire que lorsque la mère est stressée, on voit on repère que la bandelette ADN, la mère sécrète les substances qui provoquent la coagulation de radicaux méthyl, CH3.
Et Bustani nous a montré des chromosomes, des bandelettes d'ADN avec des taches noires qui correspondent au moment où ces radicaux méthyl se collent contre la bandelette ADN et donc modifient l'expression de l'ADN. L'ADN n'est pas modifié, c'est pas une mutation. Et pourtant, l'expression de l'ADN est très modifiée, puisque des rats, des ratons stressés deviennent petits, hyperkinétiques, roux et noirs, et comme on l'a montré, comme Cosnier l'a montré à Lyon, ils sursautent au moindre coup de sifflet. Alors que les rats élevés dans des conditions paisibles, ils ont parfois leur stress et ils se remettent à trotter. Ces rats-là, avec la même bandelette ADN, vont devenir gros, blancs, normalement kinétiques, et pour déclencher une convulsion avec un coup de sifflet, il faudra siffler très longtemps et très fort, alors que les rats de mer stressés sursautent et convulsent au moindre coup de sifflet. Je reprends l'idée que je proposais tout à l'heure, c'est pas une cause qui provoque un effet, puisque le même coup de sifflet, pour un rat stressé, va devenir un trauma, on va dire comme ça, alors que le même coup de sifflet pour un rat sécurisé ne va rien provoquer, une petite alerte et un comportement exploratoire. Donc c'est pas possible de faire une relation de cause à effet, puisque c'est la différence d'ontogenèse qui fait que biologiquement, l'interprétation biologique du coup de sifflet et les réactions corporelles sont totalement différentes. Donc, impossibilité, une cause provoque un effet. Lorsque, en vieillissant, on voit apparaître un phénomène particulier qui est l'élagage synaptique, c'est-à-dire que plus on vieillit, plus le cerveau fonctionne à l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de neurones qui rentrent parce que le cerveau est bien circuité par les pressions du milieu, d'où l'importance des 1000 premiers jours. C'est le moment où on circuite un cerveau, où on apprend des réactions émotionnelles avant d'arriver à la parole, où on donnera sens à ces réactions émotionnelles en les expliquant et en les imprégnant de notre culture. Donc avant d'arriver aux 300 derniers jours, c'est moi qui viens d'inventer cette catégorie, elle n'existe pas, mais c'est pour des raisons didactiques. Hein. Mais avant d'arriver à l'écosystème parolier, avant il y a l'écosystème affectif, avant il y a l'écosystème biologique. Eh bien, maintenant, je vais quitter à peu près la biologie pour rentrer dans l'affectivité, et on voit que plus le bébé, c'est quand on est enfant qu'on vieillit vite, puisque la synaptogenèse se fait à toute allure. Et plus on vieillit, plus on a grandi, moins on vieillit. Les vieux ont une synaptogenèse très très modérée, elle existe encore, même dans les maladies d'Alzheimer, où on voit encore des bourgeons synaptiques, mais il faut reconnaître que plus on vieillit, moins ça synaptise. Donc il vaut mieux ne pas rater ces 1000 premiers jours. S'ils sont ratés, on peut les rattraper à cause de la plasticité cérébrale, mais il faudra travailler. Alors que si on organise des bons 1000 premiers jours, eh bien on aura un enfant bien parti dans l'existence. C'est pas forcément gagner toute la vie, parce que la vie n'est pas toujours facile, il peut y avoir des accidents, il y en a inévitablement, mais au moins il est bien parti. Si un enfant est mal parti, si sa niche sensorielle est altérée par le stress parental, là je dis plus maternel, je dis parental, la mère et le père, ou si la niche est appauvrie par des conditions éducatives ou par le malheur parental, la niche sensorielle sera appauvrie, le cerveau de l'enfant sera mal stimulé, il va devenir dysfonctionnel, et si ça dure trop longtemps, cette dysfonction va finir par provoquer des modifications de structure cérébrale. C'est pour ça que Mansuy, à Zurich, en Suisse, dit clairement, et on l'a dit en même temps qu'elle, mais enfin, elle dit clairement que notre cerveau est sculpté par notre développement et notre existence. Et tout à l'heure, je dirais même que notre cerveau est sculpté par notre histoire. Alors ça veut dire que, mais là on peut agir sur la niche sensorielle, et on voit que cet élagage synaptique qui fait fonctionner le cerveau à l'économie est une preuve de bon fonctionnement. Mais ça veut dire que plus on vieillit, plus on s'adapte au milieu qui nous circuite, et quand on est bien circuité par le milieu, on répond facilement à l'économie
à ce milieu. Ce qui explique pourquoi, arrivé à l'adolescence, contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques décennies, on se disait, puisqu'il y a un flot hormonal à l'adolescence, il va y avoir une hypersynaptisation. C'est le contraire qu'on constate. Quand on arrive à l'adolescence, il y a un élagage synaptique, parce que les circuits sont mieux faits et que désormais, nous traitons les informations de manière économique. Alors qu'un enfant qui arrive à l'adolescence mal circuité, parce que ces 1000 premiers jours ont été confus, la mère n'était pas là, le père n'était pas là, ou était mal là, malheureux ou stressant, parce qu'une mère insécurisée est insécurisante pour son enfant, alors qu'une mère sécurisée par son mari, par la société, par les 1000 premiers jours, cette mère sécurisée devient sécurisante pour l'enfant qu'elle porte dans son ventre ou dans ses bras. Ce qui fait qu'au 10e mois, tous les enfants, quelle que soit la culture, 10 mois c'est un schéma, ça varie beaucoup d'un enfant à l'autre, mais enfin on va dire 10 mois. Au 10e mois, les enfants ont déjà acquis un style d'attachement. 70% de tous nos enfants, quelle que soit la culture, ont acquis un attachement sécure. On garde l'anglicisme par sécure, c'est pas sécurisé. Sécurisé, ça veut dire que moi, bébé, j'ai besoin que ma figure d'attachement soit tout le temps près de moi pour que je sois sécurisé. Sécure, c'est si ma figure d'attachement est près de moi, je suis sécurisé, mais si ma figure d'attachement s'en va, elle reste imprégnée dans ma mémoire neuronale et elle reste imprégnée dans le style affectif que j'ai acquis à son contact. Je suis sécure. Je reste sécure quand elle n'est pas là. Alors que sécurisée, j'ai besoin qu'elle soit là pour être bien. Donc cette explication engage déjà un style de socialisation très différent. Et quand l'enfant arrivera à l'école, ces 70% d'enfants sécures vont avoir un petit stress qui fait partie de l'existence. Et ensuite, ils vont contrôler ce stress, ils vont parler aux camarades, ils vont faire un babil, ils vont faire une offrande alimentaire, ils vont faire une interaction avec la nounou, avec la professionnelle de la petite enfance, avec la maîtresse d'école, et ces enfants-là vont rentrer chez eux ayant senti un événement dont ils auront triomphé, qu'ils auront surmonté. Donc le stress est nécessaire à la vie, mais la durée et l'intensité du stress devient toxique pour les neurones parce qu'il faut une alternance stress-repos, exploration, repli sur soi. Il faut le jour et la nuit, dormir et s'éveiller. Il faut une alternance et c'est cette alternance qui donne le sentiment de sécurité. 30% des enfants n'ont pas acquis un attachement sécure. Ils ont acquis un attachement ambivalent pour 20%, un attachement évitant pour 15% et un attachement confus pour 5%. Ces styles d'attachement ne sont pas des squelettes, c'est pas rigide. Il y a une très grande plasticité des styles d'attachement, comme il y a une plasticité cérébrale, puisqu'on voit qu'un bébé peut être très attaché à sa mère et insécurisé par son père, ou inversement. On voit l'inverse aussi. On voit un bébé insécurisé par sa mère qui se débat dans les bras de sa mère alors qu'il s'endort tout de suite dans les bras de son père ou de sa grand-mère. Donc là, on voit que c'est déjà un style relationnel qui est en train de se mettre en place et 30% des enfants ont déjà acquis un facteur d'insécurité ambivalente, attachement ambivalent, attachement évitant, je suis distant, je n'ose pas soutenir le regard, je me mets dans un coin, je me périphérise. Et comme on l'avait montré avec Daniel Stern à Genève, un enfant qui a acquis l'attachement sécure, un toddler de 10-12 mois, il marche vers l'adulte silencieux par décision expérimentale, l'adulte est là, silencieux. L'enfant s'oriente vers l'adulte et il établit une interaction. C'est-à-dire que c'est lui qui prend l'initiative de la rencontre, il fait un babil, il fait une offrande alimentaire, et l'adulte répond en parlant. L'enfant entend la sonorité, la prosodie, la musique des mots, il attend que l'adulte ait fini sa phrase, c'est pour ça que Stern parlait de ce tour de parole préverbal.
Ça paraît absurde. Et pourtant, c'est bien ce qu'on constate. Il y a un tour de parole, l'enfant attend que l'adulte ait fini sa phrase parce que la sonorité, la prosodie d'une fin de phrase annonce la fin de la phrase. Le bébé qui est sensible aux informations de la parole, puisque déjà, je le rappelle, déjà dans l'utérus, il percevait les basses fréquences. Ensuite, il s'est orienté et il a reconnu la voix de sa mère, puis il a appris la voix de son père. Puis quand il arrive à 10-12 mois, il reconnaît les sonorités verbales et il sait que quand l'adulte va s'arrêter de parler, et à ce moment-là, il propose un petit babil. C'est-à-dire qu'il a déjà un tour de parole préverbal. Donc il sait déjà établir une interaction et plus tard, ça va se transformer en relation. Ce qui veut dire que quand un enfant se développe dans une niche sensorielle utérine ou, après l'accouchement, dans les bras de la mère ou du père, ou de la deuxième figure d'attachement, parce que la mère, on sait à peu près ce que c'est, même si ça change selon les cultures. Mais alors le père, le mot père désigne des statuts d'hommes ayant une fonction paternelle étonnamment différente selon les cultures. Et le mot père est vraiment un mot très incertain et très variable selon les cultures. Mais, alors dans la commission des 1000 premiers jours, on disait la mère est le deuxième parent. Parce que la mère, c'est la figure d'attachement primordiale, et celui qu'on appelle père, c'est la deuxième figure proche de la mère et différenciée, comme je le proposais tout à l'heure. Alors ça peut être le père, si la mère est divorcée, ça peut être un autre homme, ou si le père est mort, ça peut être une grand-mère, et quand il y a beaucoup de femmes seules ou divorcées qui élèvent leur enfant avec leur propre mère, c'est-à-dire avec leur grand-mère, et je vous ferai remarquer que deux femmes élèvent l'enfant et que personne proteste et que tout le monde trouve ça normal, alors qu'il y a des gens qui protestent encore quand deux femmes homosexuelles élèvent un enfant. Donc ça veut dire que quand c'est la grand-mère et la mère, on comprend pourquoi l'enfant se développe bien, mais quand c'est deux femmes homosexuelles, on comprend moins bien. Et pourtant, ces deux femmes, deux figures différenciées, l'une sera une figure d'attachement primordiale et l'autre sera la fonction du père. L'autre sera la deuxième figure d'attachement proche de la mère et différenciée. Et l'enfant se débrouillera très bien comme on le sait maintenant. Donc ça veut dire que, mais quand on arrive au stade qui prépare à la parole, on constate que vers 10 mois, déjà tous les enfants ont déjà acquis un style d'attachement qui déjà prépare à la relation. Un enfant qui se prépare à la parole se prépare à la socialisation. Un enfant qui évite le regard, qui se périphérise, se met en disposition spatiale de ne mal apprendre à parler. Alors qu'un enfant qui a un attachement sécure s'oriente vers l'adulte, fait un babil, attend le tour de parole, il se met en disposition spatiale d'apprendre à parler. Et ces petites observations montrent et expliquent pourquoi un enfant qui vit dans un milieu sensoriel appauvri va rentrer à la maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock de 200-300 mots. Un enfant qui vit dans une niche sensorielle sécurisante, parlante, interagissante, avec une niche sensorielle structurée par la mère et le père, le deuxième parent, va rentrer en maternelle à l'âge de 3 ans avec un stock d'au moins 1000 mots. Devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves. Ceux qui rentrent en maternelle avec un stock de 200 mots ne vont pas comprendre les consignes. Ils vont être humiliés parce qu'ils vont voir que leurs petits camarades jouent à apprendre. Ils parlent bien, ils comprennent les consignes, ils apprennent à toute allure et eux sont humiliés. Cette population d'enfants ralentie par une niche sensorielle appauvrie, apprenant mal, disposant mal de l'outil parolier pour s'exprimer, pour établir des relations, pour apprendre, va apprendre, lui, la haine de l'école. Il va être très angoissé par l'école. On voit donc cette mise en place, c'est une construction constante, et on voit que déjà très tôt, avant d'entrer à l'école, on a acquis, 70% de tous les enfants ont déjà acquis des facteurs de protection, ils savent parler, ils savent s'exprimer, ils comprennent ce qu'on leur dit, ils peuvent apprendre à se socialiser
et 30% des enfants. C'est des chiffres approximatifs, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça varie, ça peut varier, ça varie avec le temps, ça varie avec les événements, mais populationnellement, c'est vrai momentanément. Donc, ce qui veut dire que certains enfants arrivent, se lancent dans l'aventure sociale avec des facteurs de vulnérabilité, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, ils ont, ou ils comprennent mal, ils éprouvent toute information comme une agression, parce qu'ils ont une amygdale hypertrophiée. Or, l'amygdale rhinencéphalique, c'est le socle des émotions insupportables, alors que d'autres, au contraire, arrivent au même stade de développement, mais pas au même style de développement, et pour eux, la maternelle va être une socialisation amusante. Donc, ensuite, je termine en disant que on commence à parler, et on est très attentif. Et Elisabeth Fiveuse avait montré à quel point la présence du père est importante précocement. Elle a un dispositif d'observation très simple que je trouve génial. Le bébé, la mère d'un côté, le père de l'autre, la caméra en face, monsieur, madame, racontez-vous ce que vous voulez. Le couple parental se met à bavarder et dès l'âge de 3-4 mois, le bébé s'intéresse, le père parle, hop, il s'intéresse beaucoup au flux parolier émis par le père. La mère répond, hop, le bébé s'intéresse beaucoup au flux parolier. Et on voit comment le bébé alterne d'un moment à l'autre, parce que pour lui, à ce stade de développement, la parole a une fonction affective. Ça n'a pas encore une fonction informative, mais c'est déjà très important. Et à la commission des 1000 jours, Guylaine Dehaene avait montré un travail qu'elle montre souvent tellement il est parlant et rigoureux, c'est que parler à un bébé, on voit que le simple fait de parler à un bébé active le planum temporal gauche. C'est-à-dire que parler à un bébé, c'est circuiter son lobe temporal et le rendre sensible à la parole et lui apprendre à bien discriminer les mots. Et c'est pour ça que les Japonais, par exemple, qui ne font pas la distinction linguistique entre le L et le R, fabriquent des bébés ou des adultes qui continuent à ne pas entendre la distinction entre le R et le L, alors que nos bébés font une distinction très facile. Alors on arrive au récit. Et lorsque les parents parlent vers l'âge de 3 ans, les bavardages entre parents, les bébés sont très intéressés, mais cette fois-ci, ils s'intéressent à la parole et à ce qu'elle désigne, c'est-à-dire un monde qui n'est pas là, mais qui est représenté par les récits. Et les bébés écoutent et apprennent. Et ensuite, en vieillissant, ils apprennent les récits culturels, les récits sociaux. Ah oui, nous, on est toujours persécutés, on est mal accueillis dans ce pays, ou au contraire, nous, on descend d'une famille d'aristocrates, on est des gens supérieurs. Et là, les bébés entendent ces récits et les imprègnent dans leur mémoire, qui désormais vont faire partie de leur identité. Donc voilà un peu ce qu'a travaillé la commission des 1000 jours. J'ai vu dans des questions qui étaient posées à Isabelle tout à l'heure, est-ce qu'on peut apprendre aux enseignants ou aux métiers de la petite enfance à devenir sécurisés pour devenir sécurisants pour les familles. Alors on en a parlé un petit peu dans la commission des 1000 premiers jours, mais on n'a pas ces propositions n'ont pas eu d'écho pour l'instant. En revanche, Blanquer va faire une annonce bientôt où il va, j'espère, en tout cas nous on lui propose, de parler d'une formation des métiers de la petite enfance, tous les métiers de la petite enfance, les médecins, les puéricultrices, les éducateurs et les parents. Parce que les parents n'ont pas de syndicat, mais les mères travaillent 7 jours par semaine. Il n'y a pas de syndicat pour leur demander de travailler 35 heures. Donc ça veut dire que c'est aussi des professionnels de la petite enfance. Donc on va proposer des méthodes pour apprendre ces théories de l'attachement à tous les métiers de la petite enfance. Donc voilà un peu les idées que je voulais vous proposer. On sait maintenant, de manière scientifique, clinique et culturelle, en associant, c'est pour ça que je propose des raisonnements écosystémiques, on sait maintenant ce qui sculpte un développement d'un enfant et le prépare
à éprouver la vie avec facilité ou au contraire le prépare à éprouver la vie avec difficulté. Ce qui veut dire on est sculpté par les milieux proches, médians, lointains, comme je l'ai proposé. Mais ça veut dire que on peut agir sur le milieu qui agit sur nos enfants. On a donc un degré de liberté, on a donc un degré de responsabilité. Voilà les quelques idées que je voulais vous proposer. Merci beaucoup pour cette intervention qui, je pense, a dû passionner tous nos auditeurs, qu'ils soient parents ou professionnels. Je suis sûre qu'on va avoir beaucoup de questions. Déjà, est-ce que... Ah ben voilà, notre première question. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question de savoir est-ce qu'on a des connaissances scientifiques sur le trajet neurodéveloppemental d'un enfant qui a perdu sa mère à la naissance ou dans le cadre d'une gestation pour autrui? Alors, la voix a été coupée, mais je crois avoir deviné la question. Je pense que lorsque la mère, par exemple pour un déni de grossesse, on voit que le bébé est mystérieusement peu réactif dans l'utérus. Ça veut dire que quelque chose est passé entre le monde mental de la mère et le développement neurologique de l'enfant. Or, lorsqu'il y a un accident, la mère meurt à la naissance, ça devient beaucoup plus rare, mais en revanche, ce qui est de plus en plus fréquent, c'est la dépression périnatale. Puisque, quand j'étais gamin, toutes mes copines d'enfance, à 20 ans, avaient déjà 1 ou 2 enfants. Mais elles étaient fêtées et entourées. Alors qu'aujourd'hui, une jeune mère qui met au monde son premier enfant, elle a presque 31 ans, elle a fait des études, elle a travaillé, et tout d'un coup, elle se retrouve seule avec un petit tyran domestique adoré qu'on appelle le bébé. Et ça explique probablement, cette structure socio-culturelle explique probablement l'augmentation des dépressions périnatales, qu'il faut bien sûr différencier du blues, du postpartum blues, qui est une désorientation qui dure 3-4 jours et qui disparaît spontanément, alors que la dépression postnatale, il faut la dépister dans l'année qui suit l'accouchement. Et maintenant, Claude de Tichet, qui travaille avec nous à l'université de Mons, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui intervenaient dans ce congrès qui viennent de l'université de Mons, et la dépression prénatale augmente beaucoup et dépend beaucoup du niveau socio-culturel des parents, puisque l'université de Mons a travaillé avec Claude de Tichet pour arriver à cette phrase. Et là, l'enfant est appauvri, l'enfant dans une niche sensorielle appauvrie, donc la dépression périnatale, si les parents sont riches, il y a 6, 10, 15% de dépression périnatale. Si les parents sont en difficulté socio-culturelle, ça dépasse les 30% de dépression périnatale. Donc on voit le raisonnement systémique. Or, si dans votre question vous me posez si la mère meurt, ou ce que j'ai eu à entendre quand j'étais praticien, la mère s'enfuit après avoir mis au monde le bébé. S'il y a un substitut maternel, eh bien le bébé va s'attacher. Il aura un petit moment de désorganisation parce qu'il y aura une rupture du lien, mais c'est comme un bébé qui est mis un petit prématuré. Il y a une rupture du lien. S'il est remis dans une niche sensorielle cohérente au moment où ça synaptise à 200-300 000 synapses à la minute, il va avoir un moment de désorganisation et hop, il va reprendre un bon développement, ce qui définit la résilience, qui est quand même une définition sacrément bébête. Or, là, si la mère meurt, si on propose un substitut maternel, qui peut être une autre femme, qui peut être la grand-mère, qui peut être une professionnelle, qui peut être un père, le père peut être une bonne mère, si c'est la figure d'attachement primordiale. Alors le père sera une bonne mère, il sera moins efficace pour donner le sein, mais s'il donne le biberon, il peut être une bonne mère primordiale. Et à ce moment-là, on peut réorganiser une niche sensorielle après la mort de la mère. Et paradoxalement, quand on avait Blaise Pierre Humbert, Lambe en Suède, Blaise Pierre Humbert à Lausanne, avait montré qu'il y a plus de troubles du développement neurologique quand le père meurt que quand la mère meurt, ce qui est totalement contre-intuitif. Quand la mère meurt,
si le milieu, la culture lui propose un substitut, comme je viens de le proposer, il va y avoir un moment de désorganisation et le bébé va reprendre un bon développement. Si le père meurt, le bébé va rester dans les bras de la mère, éteinte par son travail du deuil. Éteinte parce qu'elle est statistiquement malheureuse. Et le bébé va se développer dans une niche sensorielle appauvrie par le malheur de la mère. Donc ce résultat, si le père meurt, le bébé aura plus de mal à se développer que si la mère meurt. Donc c'est totalement contre-intuitif, mais ça confirme ce que je vous proposais, c'est ayant compris ça, il est nécessaire d'agir sur le milieu qui agit sur le bébé. Nous avons une deuxième question qui, je pense, est tout à fait pertinente par rapport à tout ce qui a été dit sur cette journée. Carole nous demande comment expliquez-vous que le rôle crucial de la parentalité soit aussi sous-estimé et sous-valorisé dans nos sociétés ? Alors oui, merci pour cette question parce que c'est totalement un problème culturel. Si Ceausescu a commis un crime en assassinant à peu près 200 000 enfants, c'est parce qu'il a fait passer, il pensait qu'un enfant de bonne qualité se développe bien et n'a pas besoin de parents pour se développer. Les nazis pensaient ça aussi. Donc on met l'enfant, c'est un raisonnement raciste bien évidemment, donc on met l'enfant de bonne qualité, s'il se développe c'est qu'il est de bonne qualité, s'il meurt c'est qu'il était de mauvaise qualité. On a donc un raisonnement de darwinisme social. Or beaucoup de cultures ont inventé, on se représente la fonction parentale. Et comme on est probablement la première culture depuis, on va dire pour faire un schéma, depuis Spitz et Anna Freud et John Bowlby, c'est-à-dire 1945, a tenté de faire une compréhension clinique des troubles du développement d'un enfant, et puis maintenant une compréhension neurologique et neurodéveloppementale des troubles d'un enfant. Il y a d'autres cultures, la plupart des cultures n'avaient pas ça, et c'était des représentations culturelles, religieuses, qui permettaient d'organiser la niche sensorielle autour d'un enfant. Il y a énormément de cultures qui ont considéré que ce qui est importé pour un garçon, c'était d'en faire un soldat, et ce qui est importé pour une fille, c'était de faire les choses secondaires, c'est-à-dire les enfants, la société, la maison, les garçons ne faisant que les choses importantes, c'est-à-dire les métiers de la guerre. Il y a au moins, il y a Sparte, il y a Rome, il y a les Scythes, il y a au moins les Mongols, il y a au moins une dizaine de cultures qui ont pensé ça. Et les garçons se développaient donc dans des niches sensorielles qui tutorisaient des développements valorisant la violence pour en faire des guerriers, alors que les filles se développaient dans une niche sensorielle pensée par des récits culturels ceux qui organisaient une niche sensorielle qui fabriquait des femmes qui ne faisaient que des choses secondaires, c'est-à-dire servir le mari et servir les enfants et organiser la société. Beaucoup de sociétés ont fonctionné comme ça. Mais ce qui est maintenant, donc, la fonction parentale, il n'y a pas longtemps qu'on s'y intéresse. À mon avis, Freud a été un des premiers, mais il n'avait pas la méthode expérimentale. Il avait l'instinct, il avait la compréhension, il avait le nez, l'œil du maquignon, mais il n'avait pas la méthode, alors qu'il aurait bien aimé être scientifique. Freud était neurologue, et il a écrit un livre, Projet pour une psychologie scientifique à l'usage des neurologues, en 1895, et que les psychanalystes ont étonnamment mis de côté, n'en ont jamais parlé, alors que Freud aurait bien aimé développer cette étude expérimentale, scientifique de la parentalité. Mais c'est Spitz, Anna Freud qui ont commencé. John Bowlby, le fondateur des théories de l'attachement, a essayé de faire une école, et puis ensuite, cette théorie maintenant se développe, et maintenant c'est la théorie qui structure pratiquement toutes les cultures dans pratiquement tous les pays. Mais il a fallu 50 ans pour la faire triompher.
Et nous avons plus beaucoup de temps, mais je ne peux pas résister à poser une dernière question qui m'anime énormément. J'aurais aimé avoir votre avis, puisque je ressens dans les parents que j'accompagne quotidiennement, j'ai comme l'impression que nous, professionnels de santé, nous parlons de parentalité de plus en plus. Il y a une réelle envie de se former, de bien faire, etc. Il y a de plus en plus de ressources qui sont disponibles pour les parents, des livres, etc. Et pourtant, j'ai l'impression que peut-être certains, peut-être pas tous, mais qu'il y a beaucoup de parents qui sont encore plus isolés qu'avant. Mais bien sûr. Alors alors là, 3 fois merci, 1000 fois merci pour cette question, parce que la modernité n'est pas un facteur de protection. La modernité est un facteur de sprint, donc de stress, de compétition incessante, qui a oublié les facteurs de régulation que beaucoup de cultures anciennes avaient. J'idéalise pas le passé. Il y avait des pestes, il y avait des famines, il y avait des guerres, il y a eu des siècles de peste. Donc j'idéalise pas le passé. Mais la modernité n'est pas un facteur de protection. On voit que, par exemple, j'ai été invité à travailler au Japon, et on voit que le sprint des pays asiatiques sélectionne une minorité d'enfants qui font des performances stupéfiantes et massacre la majorité des enfants qui n'arrivent pas à suivre. Et comme il y a une très grande inégalité de développement, il semble bien que les filles se développent plus vite que les garçons. Mais que les garçons rattrapent les filles seulement à partir de l'âge de 25 ans. Ça reste entre nous, ça, hein, faut pas le faire savoir en public. Hein. Mais ça veut dire que les pays asiatiques centrent sur la sélection de champions olympiques, champions scolaires, qui fait que certains enfants les filles surtout, font des performances scolaires stupéfiantes au prix du massacre d'un très grand nombre d'enfants. Alors que les pays d'Europe du Nord, et à la commission des 1000 jours, il y avait Tove Mokstad qui venait travailler avec nous, nous avait fait bénéficier de son expérience. J'ai été invité par Jeannette Bougrabe à travailler en Finlande, où Adrien Taquet a été voir sur mes conseils. Les pays d'Europe du Nord ralentissent tous les enfants. La notation à l'école commence à l'âge de 11 ans. J'ai vu dans les maternelles qui commencent tard, pas de notes. T'as compris ça, t'as pas compris, c'est pas grave. T'as pas compris aujourd'hui, mais tu comprendras demain. Le résultat, c'est que aux évaluations PISA à l'âge de 15 ans, les pays d'Europe du Nord sont aussi bons que les pays asiatiques, mais non seulement ils sont aussi bons pour le top des enfants, mais ils ont diminué les suicides de 40% en 10 ans après leur réforme. Ils ont pratiquement fait disparaître l'illettrisme, qui est très difficile à chiffrer parce qu'il est inférieur à 1%, alors que nous, selon les quartiers, il est entre 6, 10 ou certains quartiers sont à 15%. Donc des quartiers déculturés. Donc ça veut dire que les pays d'Europe du Nord, non seulement obtiennent d'excellents résultats scolaires, l'intelligence scolaire n'étant qu'une forme d'intelligence parmi 100 autres, mais non seulement ils ont d'excellents résultats scolaires, mais ils ont diminué les suicides et les troubles du développement, la psychopathie et l'ambiance dans les écoles. Moi, j'ai été stupéfait par les sourires, absence, pas un cri, tout se passait très bien. Donc on a encore là, ça rejoint la question précédente, la manière de penser la société organise les tuteurs de développement autour des enfants et leur développement qui sont la conséquence d'une manière de penser la société, d'où la nécessité d'intégrer des praticiens, des familles, d'en savoir comment on veut développer nos enfants. Mais ce qui est sûr, c'est que la modernité est un facteur de stress parce qu'on a oublié les effets tranquillisants de la culture, des petits groupes sociaux, les effets tranquillisants de l'attachement et les effets tranquillisants des fêtes de village et des fêtes locales, comme on le voit aujourd'hui avec le virus qui ayant supprimé tous ces mécanismes culturels tranquillisants, et c'est volontairement que j'emploie un mot
qui désigne quelque chose de biochimique, parce que notre tranquillisant naturel, c'est l'attachement. Lorsque la culture permet le développement de l'attachement, on est mieux et nos enfants se développent mieux. Très bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Je peux aller jouer maintenant ? Merci, c'était vraiment formidable et passionnant, et j'imagine qu'on aurait pu encore continuer comme ça très longtemps, mais on doit rendre l'antenne, j'allais dire. Et donc, merci Monsieur Cyrulnik, et je voudrais remercier tous les orateurs de cet après-midi, avec des conférences de grande qualité. Je voudrais remercier le service de communication Alexandra Préau qui nous a aidés à transmettre les informations. Je voudrais aussi remercier la société AVProd de Touflers qui a permis d'organiser cette réunion, et naturellement je remercie Sylvie de Guillage sans qui rien n'aurait été possible. Merci à tous encore pour cette formidable après-midi de travail. Au revoir à tous.